Aujourd'hui, on conçoit souvent les drones comme de petits appareils volants qui se pilotent depuis une toute petite télécommande ou même un téléphone. Mais en vérité, un drone est juste un appareil piloté à distance. C'est pourquoi les avions dont l'on va parler aujourd'hui pourraient être désignés comme les premiers drones de l'histoire. On va aujourd'hui parler de l'opération Aphrodite. Nous sommes vers la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1944. Les Alliés, et notamment les Américains, faisaient face à une arme destructrice dans le Pacifique, les kamikazes japonais. L'armée japonaise formait des kamikazes pour qu'ils s'écrasent sur les navires américains avec des avions bourrés d'explosifs. Sur le front en Europe, les Alliés faisaient cette fois face à une arme un peu plus technologique, les V1 et V2. Pour faire très court, ce sont les premiers missiles de l'histoire. Ils étaient capables d'atteindre Londres depuis la France qui était occupée par l'Allemagne nazie. Cette arme était destructrice, car contrairement au bombardement, on ne la voyait pas arriver suffisamment à l'avance pour se mettre à l'abri. De plus, elle visait la population civile, histoire de lui plomber le moral. Les Alliés ont donc, pour répondre à ça, lancé l'opération Aphrodite. L'opération va être beaucoup plus simple à comprendre pour vous que pour quelqu'un de l'époque, car ce niveau de technologie à l'époque était vraiment tout nouveau et juste inimaginable pour la plupart des gens. Le concept donc de l'opération, faire cracher des gros avions remplis d'explosifs et téléguidés sur des sites stratégiques allemands comme les sites de lancement de V1 et V2. L'opération a donc été approuvée par le général James Doolittle le 26 juin 1944. Cela consistait à prendre des vieux bombardiers B-17, ces bombardiers ont été produits en masse pendant la Seconde Guerre mondiale, il y en avait donc également beaucoup à jeter à la poubelle ou à récupérer pour faire une bombe volante éventuellement. La 3e division de bombardement est alors chargée de préparer ces avions en bombes et de les tester. Les bombardiers sont donc vidés de tout ce qui ne sert plus à rien ou qui est facultatif. On vire l'armement, les supports de bombes et plein d'autres trucs et au total on gagne environ 12 000 livres, donc 5500 kg. On remplit alors l'avion d'environ 8200 kg de Torpex, qui est un explosif 50% plus puissant que la TNT, ce qui provoque donc une explosion assez colossale, vous l'imaginez bien. L'avion était également équipé des dernières technologies de l'époque, 2 caméras et des commandes contrôlables à distance. Une caméra voyait l'intérieur du cockpit avec les indications des appareils de bord et l'autre voyait ce qu'il y avait devant l'avion. Pour l'époque, c'était incroyable de pouvoir piloter un avion depuis un autre avion avec un système de téléguidage. Quand les tests sont finis et que les avions sont prêts, les Alliés se disent qu'il serait peut-être temps de tester ça directement sur l'ennemi. On confie donc la phase finale au 562 Bomb Squadron, qui est sur une base de la RAF à Huntington. On leur donne alors 10 drones, les bombardiers transformés donc, et 4 CQ-17 pour guider ces drones à distance. Parce que oui, on devait quand même rester un peu derrière les drones pour les guider. Les militaires procédaient alors de la manière suivante. Ils faisaient décoller l'avion par un pilote et un copilote à l'intérieur de l'appareil. Parce qu'on pouvait pas faire décoller l'avion à distance en fait. Donc le pilote et le copilote devaient amener l'avion à 600 mètres d'altitude. Et avant de passer au-dessus de la mer du Nord ou de la Manche, ils passaient le contrôle de l'avion au pilote dans l'avion guide CQ-17. Amorçaient le Torpex, la charge explosive donc, et ils quittaient l'appareil. Ils sautaient en parachute en fait. À préciser, les pilotes étaient volontaires, même si cela leur apportait des bonus. Déjà que l'expérience de vie à bord d'un bombardier durant la Seconde Guerre mondiale était réduite, là on y ajoutait 8200 kg d'explosifs. Puis les avions étaient vieux et modifiés, et en plus à la fin fallait sauter. Et un bombardier c'est pas du tout un avion fait pour sauter en parachute, il allait aussi trop vite pour ça, bref c'était un parachutage périlleux qui coûta d'ailleurs la vie d'un pilote. Bon et du coup qu'est-ce qu'on donnait les missions de l'opération Aphrodite ? Eh bien pas grand chose en fait. Une première mission eut lieu le 4 août 1944 contre un site de lancement de V1. Les Alliés voulaient détruire ces bases de lancement avec leurs avions téléguidés, car ces bases de lancement étaient très protégées et souvent avec des couches de béton de plusieurs mètres sur le dessus. Elles étaient donc intouchables pour les bombardiers classiques. Malheureusement le bilan ne fut pas très positif. Ils perdirent le contrôle d'un B-17 après l'évacuation de son équipage, et la bombe volante s'écrasa près de Orford, détruisant près de 8000 m² de campagne. Les scénarios se répétèrent pour les suivants. Perte de contrôle et crash en mer, abattu par la flak, les batteries anti-aériennes allemandes, ou le bombardier rata sa cible car les caméras étaient obstruées. On peut ajouter à ça que le 6 août, ils ont perdu le contrôle d'un avion, plein d'explosifs comme les autres, qui fit demi-tour et se dirigea droit vers Ipswich, une ville industrielle et portuaire. L'avion s'écrasa finalement en mer sans faire de dégâts, mais ils ne sont pas passés loin du tout d'une catastrophe. Un autre explosa en vol avec l'équipage à bord au moment d'amorcer le Torpex. Les sources ne se mettent pas d'accord sur le nombre exact de pilotes morts dans cette opération, ou même de civils blessés dû au crash près d'Orford. Ils ont modifié le système de pilotage des avions après les premières missions
mais cela ne changea pas grand chose. En tout, 15 raids ont été effectués sur Heligoland, Hyde, Hemmingstedt, Watten, Mimoyek, Herford et même Le Havre. Un avion infligea vraiment des dégâts à sa cible initiale, tandis que le seul qui atteignit précisément sa cible n'explosa pas. Les Allemands purent donc récupérer du matériel de toute dernière technologie qui pilotait l'avion. Le résultat de l'opération n'était pas très convaincant. On attribua cela à un manque de technologie. Après toutes leurs modifications, les avions ne réagissaient plus pareil et étaient devenus plus difficiles à piloter et encore plus à distance avec une télécommande. Les avions utilisés étaient recyclés et n'avaient pas été conçus pour l'opération, contrairement aux V1 et V2. Ils étaient donc usés et fatigués. Là, vous vous dites que c'est bon, les Américains laissent tomber puisque en plus la guerre est presque finie. Et bah même pas. Nous sommes maintenant en avril-mai 1948. La Seconde Guerre mondiale a laissé place à la guerre froide et dans cette escalade de tensions et course à l'armement, les Américains veulent tester leurs bombes atomiques ou nucléaires. Ils décident alors de le faire dans le Pacifique sur les îles Marshall. Ils construisent alors plein de reconstitutions et ils laissent de vieux navires. Et du coup, nos avions dans tout ça, eh bien ils vont être utilisés pour traverser le champignon atomique, que l'on évite bien évidemment de faire traverser aux pilotes. Les avions pouvaient alors décoller et atterrir tout seuls en étant contrôlés depuis le sol. Aujourd'hui, la technologie a tellement avancé que la majorité des gros avions ont des pilotes automatiques pour faire presque tout à bord. Votre commandant de bord sert encore à quelque chose, rassurez-vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous et mettez la cloche, c'est très important pour la chaîne. Et puis un like, un commentaire ou un partage, ça aide. À la prochaine.